Bonjour, et à part ça, va ne pouvait évidemment pas passer à côté de l'économiste Gilbert Delmarmol. On s'invite chez lui alors qu'il est en pleine préparation de son troisième livre. Vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à le découvrir sans plus attendre. Venez. Bonjour Gilbert. Bonjour Véronica. Alors tout d'abord, merci de nous recevoir. On s'invite chez toi alors que tu es en préparation d'un troisième livre. Moi, j'ai envie de dire qu'on est au bon endroit. J'ai le sentiment qu'on est au bon endroit pour se faire du bien et s'inspirer. On va commencer par le plus important. Comment vas-tu ? Moi, je vais très bien parce que je suis en train de faire quelque chose que j'aime beaucoup et qui est de rédiger, de transmettre. Et donc, je ne peux que me porter bien dans ces moments-là, moments d'inspiration. Je vais te demander de revenir sur une histoire un peu douloureuse, c'est celle de 1994, au moment où tu étais encore jeune cadre dynamique et tu avais quand même déjà 15 ans d'expérience à ton actif en entreprise et on t'a diagnostiqué une tumeur dans la boîte crânienne. Qu'est-ce qui t'a permis d'aller à l'encontre de ce que te prédisait la médecine ? En fait, c'est plus qu'un diagnostic, c'est une sentence. Et donc, de façon assez surprenante, quand le médecin m'a dit ça, je n'ai pas été détruit. Je n'ai pas été détruit pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais compris plusieurs éléments. Entre autres, la médecine pour laquelle j'ai la plus grande admiration et gratitude parce qu'elle m'a sauvé la vie. En fait, la médecine, ce n'est pas une science exacte, c'est un art. Vous allez voir sur Wikipédia ou dans une encyclopédie, c'est ce qu'on dira. Et donc, si c'est un art, ça veut dire que le diagnostic n'est jamais définitif, par définition. Deuxième chose, lors d'une discussion avec le docteur en endocrinologie, il m'avait dit, tu sais, il existe un lien entre ton état psychique et ton état chimique. En clair, entre tes pensées, tes émotions et ton système immunitaire et ton système cellulaire. Alors aujourd'hui, c'est assez connu. Il y a 20 ans, ça l'était moins. C'est ce qu'on va appeler l'effet placebo ou l'effet nocebo. Il me dit, tu prends du stress traditionnel que tu as parce que tu as des responsabilités importantes. Tu mets dessus du stress négatif, c'est des émotions faites d'amertume, de colère, de rancœur. Bien, il dit, tu te crées ton poison à toi-même et tu te l'injectes. C'est probablement plus toxique que l'alcool et le tabac. Tu parles beaucoup d'intelligence intérieure, de méditation, de pleine conscience, mais aussi des 4 corps qu'on oublie trop souvent. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont ces 4 corps et surtout comment ça t'a permis, comment cette spiritualité t'a permis de changer ta conception du monde ? Les 4 corps, on a 4 corps. On a un corps physique, qui est le véhicule terrestre. Je dirais, on a un corps mental, c'est notre esprit, qui juge, qui analyse, qui soupèse. On a un corps émotionnel extrêmement puissant, c'est celui qui déclenche les décharges électriques et les décharges chimiques dans le corps. Et ces 3 corps sont étroitement liés. Bien sûr, le corps physique, il faut l'entretenir, l'écouter, le nourrir, le soigner d'une façon intelligente. Le corps mental, ce sont les pensées. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pensées. Simplement, les pensées, elles génèrent de l'énergie. Ça dépend à quoi tu décides de penser. Tu peux mettre ton esprit sur les événements dramatiques qui se passent au Moyen-Orient et tu sentiras tout de suite que tu es plombé. Ou bien tu peux mettre ton esprit sur des solutions incroyables que les entrepreneurs sociaux développent et tu te sentiras beaucoup plus légère à l'intérieur. Donc ces émotions, ces énergies en fait engendrent des émotions. C'est le 3e corps. Les émotions, extrêmement puissantes, c'est une véritable bombe atomique dans le corps. C'est ce qui va engendrer l'effet placebo ou l'effet nocebo. C'est ce qui va engendrer les décharges électriques et les décharges hormonales. Et quand tu as une bonne hygiène des 3 corps, corps physique, corps mental et corps émotionnel, ce qui ne veut pas dire se couper de ses émotions, mais pour être observateur de ses émotions, plutôt que complètement imbibé des émotions, eh bien, va émerger le 4e corps que j'appelle le corps spirituel. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est la notion de sens et de valeur. Je pense que l'homme est composé de ces 4 corps et un des gros enjeux, c'est d'être toujours en cohérence et d'être toujours aligné entre les 4 corps.
Tes 2 livres viennent d'être réédités chez Care Éditions. Il y a d'abord Tomber plus haut, qui est une résilience personnelle, et puis Sans plus attendre, qui est une résilience plus collective. Moi, j'aime beaucoup la définition de la résilience parce que, on dit dans la définition que c'est revenir à son état initial. J'ai l'impression que c'est même revenir à son état fondamental, finalement. Oui, sauf que je vais un peu plus loin. C'est la phrase de Nietzsche qui dit: «Ce qui ne me tue pas me rend plus fort». Je pense qu'en ostéopathie ou même en architecture, la résilience, ça veut dire la capacité à se ressaisir à l'issue d'un trauma et à revenir à l'état initial. Moi, je pense qu'on sort de là plus fort. Tu dis dans ton livre que ton écriture n'est pas thérapeutique, mais que tu le fais avec passion et enthousiasme, et on sent incontestablement un optimisme. Comment est-ce qu'on peut rester optimiste malgré la conjoncture actuelle? Qu'est-ce qui fait que tu continues à y croire et que tu veux y inspirer les gens pour qu'ils y croient? D'abord, moi, je suis un utopiste pragmatique. Donc, je suis très conscient de ce qui ne va pas. Mais comme une époque de ma vie, j'ai fait beaucoup de montagnes. C'est comme en montagne. Quand tu attaques le sommet, tu es très conscient du vide sous tes pieds, mais tu te concentres sur l'objectif que tu veux atteindre. Sinon, tu n'y arrives pas. Ça, c'est la première chose. C'est ce qui fait que je préfère me concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. La deuxième chose, c'est que le fait d'être un utopiste pragmatique, croire que c'est possible, ça m'a sauvé la vie, il y a 20 ans. Quand les médecins ont eu un diagnostic qui ressemblait à une sentence, le fait de ne pas l'accepter, d'imaginer, de croire en une autre réalité, m'a permis un jour de la vivre. Tu parles beaucoup de croyances qu'il faudrait remettre en question. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui voudraient justement transmettre des nouvelles valeurs à leurs enfants, mais qui se heurtent au quotidien à ces croyances qui nous entourent? Je dirais qu'il faut les nourrir intellectuellement, d'abord par l'exemplarité. Je ne peux rien dire autre chose. Rien ne remplacera l'amour, tant que c'est possible. Il y a des fausses croyances, des faux dogmes dont notre société est malheureusement remplie. Le plus toxique de tout, c'est la croyance de séparation. Alors je sais que mon propos peut avoir l'air biblique, mais en fait il est scientifique. Les gens pensent qu'ils sont séparés de tout, ils sont séparés de rien du tout. Entre toi et moi, ce n'est pas du vide, c'est de l'énergie, des fréquences et de l'information. Ce qui arrive à Shanghai maintenant nous impacte peut-être dans une minute si on est sur les marchés financiers, dans une heure si on est journaliste, et demain matin si on est citoyen du monde. Donc en fait, on est séparés de rien du tout. J'ai récemment interviewé un photographe international qui s'appelle Anthony Azael, qui est une des rares personnes à avoir parcouru le monde. Il a visité les 193 États membres des Nations Unies et je lui demandais ce qu'il en retenait. Et il me disait que finalement, le plus important, c'était non pas le PIB, mais le BIB, le bonheur intérieur brut. Oui, je dis que pour changer nos sociétés, on doit changer les mesures de performance. Le produit intérieur brut, c'est une hérésie totale. Pourquoi? Parce que je veux dire quelque chose d'assez iconoclaste. Plus il y a de cancer, plus le produit intérieur brut augmente. Le produit intérieur brut ne calcule qu'une seule chose, c'est l'évolution du chiffre d'affaires et du commerce. Donc plus il y a de cancer, plus les sociétés pharma vont vendre des médicaments, plus le PIB va augmenter. Le PIB est une hérésie, pourquoi? Parce que ça ne prend pas en considération les externalités. Donc c'est une des choses qu'il faut faire d'urgence, c'est changer les mesures de performance économique. Le PIB, c'est démodé. Et donc, place au bonheur. Et ce sera ma dernière question. Quelle est ta définition du bonheur, Guibert? On m'a souvent demandé quelle était la définition du succès. Pour moi, c'est un processus d'expansion permanent du bonheur, tout en réalisant un but utile. Alors le bonheur, qu'est-ce que c'est? Ça vient de l'intérieur, c'est un état d'être. Le plaisir, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Le bonheur, c'est un moment, un état d'être. C'est une rencontre, c'est un moment. C'est une respiration, c'est une musique, c'est quelque chose d'indéfinissable qui fait que tu as l'impression de défier la gravité. Le livre Tomber plus haut commence par un proverbe mexicain. Tout homme naît 2 fois dans la vie et la seconde, c'est la bonne. Je vous invite à y réfléchir. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission qui, j'espère, vous inspire et vous fait du bien.